Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour cette 7e rencontre des entrepreneurs de France. Je vais céder tout de suite la parole à Samuel Tual, qui est vice-président du MEDEF et trésorier du MEDEF également, pour un petit mot d'accueil. Voilà, pour l'Alliance du mécénat de compétences et pour la matinée qui nous attend. Très bien. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, mais je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin, tôt finalement, parce qu'on a eu une journée très chargée hier et la journée d'aujourd'hui s'annonce également bien remplie. Et je suis très heureux pour évidemment et vous remercier surtout d'avoir choisi notre REF pour effectivement cette nouvelle rencontre et pour parler de cet important sujet du mécénat de compétences. Alors, ce n'est pas une surprise, vous le savez, depuis l'élection de Patrick Martin a souhaité très tôt, au-delà des sujets connus au niveau du MEDEF, à savoir les enjeux de fiscalité et de compétitivité, faire incarner pleinement notre raison d'être, à savoir agir pour une croissance responsable, en ayant évidemment un point très particulier sur ce deuxième terme de responsabilité de l'entreprise. À cette occasion, et je salue Gilles que j'ai aperçu, Gilles Desroches tout à l'heure en arrivant, nous avions l'an passé pris le soin d'avoir une séquence particulière pour mettre en avant les entreprises engagées, les entreprises qui s'engagent, notamment dans les domaines de l'inclusion, parce qu'il est vrai que l'entreprise, aujourd'hui, le rôle de l'entreprise est connu et reconnu, mais souvent l'engagement des entreprises est souvent sous-estimé. Et donc il nous paraissait important de mettre en avant et d'inviter les entreprises à s'engager encore plus, évidemment, dans les sujets de société. Alors là, les engagements dans les territoires, là où nous sommes présents, en complémentarité des productions, des services que nous délivrons, s'incarnent de façon multiple dans des domaines très, très variés, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, mais bien entendu, il y a un rôle très important aussi dans tout ce qui concerne les sujets en lien avec l'égalité des chances, la diversité, les personnes les plus éloignées de l'emploi, dans tous les sujets en lien avec évidemment l'inclusion. Alors, dans le prolongement de cette rêve de l'an passé, la commission entreprise dans la société et inclusion, présidée par Gilles Vermaux-Desroches, a publié un livre blanc qui était en fait une forme de synthèse et d'invitation des entreprises à vraiment mettre en avant les engagements qu'elles portent à différents niveaux, tout simplement pour concilier le rôle social et performance économique, qui est encore une fois très souvent sous-estimé. Donc, vous le savez plus que d'autres ici dans la salle, combien toutes ces démarches est importante dans une société qui, par ailleurs, est fracturée. Et donc, nous avons un rôle de lien, de liant, et ce qu'on appelle communément le vivre ensemble, enfin en tout cas, peut avoir du sens aussi dans ces démarches. Et donc, notre conviction, c'est que l'entreprise, mais aussi son dirigeant, doivent évidemment incarner ces engagements et le promouvoir dans la société tout entière. Donc, le mécénat de compétences, à vrai dire, et je le dis directement, de façon très directe, nous pensons que c'est un dispositif qui reste encore sous-exploité, méconnu, pas suffisamment utilisé. Il est souvent, évidemment, utilisé par des entreprises qui sont structurées, qui ont des compétences RH et qui ont l'agilité pour en faire bénéficier, évidemment, l'écosystème, notamment l'écosystème associatif, par cette mise à disposition, au-delà des enjeux financiers, de subventions, de mécénat, d'apporter des vraies compétences de haut niveau pour servir la cause auxquelles ils sont attachés. Mais très souvent, dans des plus petites structures, ces dispositifs sont méconnus. Donc il y a une sorte de mission et d'enjeu de pédagogie à faire pour vulgariser ces dispositifs. Et je pense que les travaux que vous avez menés, que vous menez, et notamment le livre blanc que
que vous avez préparé est de nature à montrer l'exemple, à inciter un plus grand nombre, finalement en montrant que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, que c'est vertueux, même si, effectivement, il y a potentiellement des choses encore à travailler pour le rendre peut-être encore plus facile, plus aisé et plus accessible. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est vous dire que, évidemment, dans le contexte que vous connaissez, de situation politique et les enjeux budgétaires auxquels nous devons faire face aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on soit très vigilant, parce que le mécénat, comme d'autres sujets, peuvent apparaître pour certains comme étant des niches fiscales, ou en tout cas peuvent faire l'objet de rabots au moment où, évidemment, on souhaite aller chercher ici ou là des recettes complémentaires au niveau de l'État. Et donc, évidemment, vous pouvez compter sur le MEDEF pour mener un combat déterminé sur cette question, parce que nous sommes intimement persuadés, comme d'autres dispositifs aujourd'hui qui fonctionnent bien, que le mécénat en général est important et vertueux pour l'économie et pour l'écosystème. Et le mécénat de compétences de surcroît répond à un enjeu important, à un moment aussi où, dans des négociations sur d'autres sujets, nous avons, avec les partenaires sociaux, pris soin de revisiter la préparation la façon de préparer les fins de carrière, notamment pour ce qu'on appelle les travailleurs expérimentés. Et donc, on a essayé, dans le cadre des évaluations et la façon d'organiser tout ça, de réfléchir à comment on peut conserver les compétences en donnant plus de sens à ces compétences. Et notamment, je pense que le mécénat de compétences est un dispositif intéressant pour permettre parfois de concilier engagement d'entreprise, mais aussi engagement du salarié, aussi de participer à un dispositif en complémentarité de ce qu'il fait dans sa carrière habituellement. Donc tout ça pour vous dire que le sujet que vous portez est important. Il nous intéresse particulièrement. Bravo pour ce que vous faites. C'est vertueux à plein de titres. Et donc, vous pouvez compter sur nous pour relayer tous vos travaux. Et merci de m'avoir écouté ce matin. Merci beaucoup, Samuel Tual. Vous pouvez l'applaudir. Effectivement, merci à vous. Et dire aussi qu'évidemment, on est ravis d'accueillir sur la REF la 4e rencontre des présidents de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Merci à vous. Alors, le mécénat de compétences, on va en parler sous un angle particulier aujourd'hui, qui est celui du mécénat de compétences à impact. Alors, c'est un sujet qui est important parce qu'il est à la croisée de l'intérêt général et de la stratégie de vos entreprises. Il vient transformer vos modèles, il vient transformer vos équipes, il vient transformer vos territoires aussi. Moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que je suis journaliste économique spécialisé sur l'impact social et environnemental des entreprises. Et ce matin, on va partager ensemble vos visions, vos ambitions pour le mécénat de compétences à impact, qui est un sujet en plein essor qui est porté par l'Alliance pour le mécénat de compétences. J'en profite pour saluer sa déléguée générale Isabelle Million et pour accueillir à mes côtés sa présidente Corinne Massin pour son mot d'accueil et pour le lancement officiel de cette matinée. Corinne, le micro est à toi. Merci Frédéric. Merci Samuel pour ces mots. Je vois qu'on est en phase et ça fait vraiment plaisir. Alors, bienvenue à tous. Et donc, mesdames et messieurs les présidents et dirigeants, chers amis, en tant que présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences créée à l'initiative de Guillaume Pépi, alors président de la SNCF, en 2019, je suis heureuse d'avoir pu honorer et faire grandir, au nom du groupe Servier, cette belle initiative qu'est la promotion du mécénat de compétences au sein de nos entreprises. Dans quelques instants, nos dirigeants signeront un nouveau manifeste enrichi des recommandations du livre blanc co-réalisé par l'Alliance et Pro Bono Lab. Mais ce que vous signerez aujourd'hui, ce n'est pas un document, c'est une ambition collective, un nouveau pas vers un engagement responsable. Depuis 2022, l'Alliance pour le mécénat de compétences a franchi un cap. Elle s'est dotée d'une raison d'être exigeante. Promouvoir un mécénat de compétences à impact, utile à la société
et contribue à son développement et à sa professionnalisation en s'appuyant sur le partage de bonnes pratiques et la mutualisation de moyens. Elle est devenue engagée, fédératrice, et surtout, elle porte une conviction forte. Le mécénat de compétences n'est pas un simple levier RH ou RSE. C'est un moteur de transformation sociale, un pont entre l'entreprise et la société, un espace de confiance entre deux mondes qui trop souvent s'ignorent. Notre livre blanc, que nous vous remettrons aujourd'hui, prolonge cette vision. Il est le fruit d'un travail collectif mené avec nos entreprises membres, les associations partenaires, des juristes et des praticiens de terrain. Il s'appuie sur une étude d'impact menée avec Kimso et ProBonoLab, qui a démontré des effets clairs du mécénat de compétences. Un bénéfice réel pour des structures d'intérêt général, un impact humain profond pour les salariés et une vraie valeur pour les entreprises, à condition que ces missions soient bien pensées, bien préparées et bien accompagnées. C'est pourquoi ce livre blanc défend un mécénat de compétences responsable, durable et surtout doté d'une utilité sociale réelle. Un mécénat de compétences à impact, c'est quoi? Pour nous, il repose sur 3 piliers. Des entreprises qui écoutent et co-construisent avec les associations. Des salariés qui s'engagent en conscience avec leurs compétences et leur savoir-faire. Des associations qui cadrent leurs besoins et intègrent ces renforts avec soin. Notre rencontre s'inscrit dans un contexte de dynamique nationale puissante. En 2023, 172 000 entreprises étaient mécènes. Ce chiffre est en hausse de 56% par rapport à 2019. 16% de ces entreprises pratiquent le mécénat de compétences. Et ce taux grimpe de 35 points quand on dépasse 6 jours d'engagement par an. Ces chiffres du dernier baromètre d'Admical, réalisé en partenariat avec notre association, prouvent que la dynamique est enclenchée. À nous de l'orienter, de la cadrer et de la rendre exemplaire. Ce livre blanc est votre boussole. Ce nouveau manifeste est votre engagement. Et cette alliance est plus que jamais un levier de transformation pour les entreprises citoyennes d'aujourd'hui et pour la société que nous voulons demain. Une société où la solidarité, sous toutes ses formes, est pleinement intégrée aux stratégies d'entreprise, au même titre que l'innovation, la performance ou la croissance. Une société où l'impact social ne s'oppose pas au business, mais le complète, l'enrichit, l'élève. Une société où chaque salarié pourra mettre son talent au service d'une cause et où chaque entreprise deviendra un acteur de lien, de confiance et de progrès. Bref, une société où l'entreprise assimile l'intérêt général, les dynamiques territoriales très importantes, comme le soulignait Samuel, et la mobilisation collective pour ainsi contribuer à une société plus juste, plus solidaire, où l'engagement collectif devient un pilier stratégique autour d'un moteur d'espoir. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont contribué au livre blanc, les membres de notre commission déontologie, Alliance France, EY, le groupe La Poste, KPMG, Schneider Electric, SNCF, Total Énergie, Vinci et Servier. ProBonoLab comme partenaire et maître Sarah Zagar, avocate associée du cabinet Fromont-Briens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Corinne Massin, Madame la Présidente, pour ces propos introductifs. Des propos introductifs qui illustrent bien l'ambition de l'Alliance, à savoir porter un mécénat de compétences à impact qui soit au service à la fois des collaborateurs, des associations et des territoires. Alors on va poursuivre les propos introductifs avec un autre regard, un regard ressources humaines. Donc j'invite Audrey Richard, présidente de la NDRH, à venir partager avec nous son mot d'ouverture. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne de me donner l'opportunité de ce propos introductif. Donc bienvenue à tous, bienvenue à cette rencontre sur le mécénat de compétences à impact ce matin. Et en tant que présidente de la NDRH, en tant que DRH du groupe Canal+, ces sujets évidemment sont au cœur de nos échanges et de nos préoccupations. Et ce lien entre entreprise, salariés, société
nous est cher et on en voit bien évidemment le bénéfice et on en parlera ce matin tous ensemble. Alors, sur le mécénat de compétences, moi, ce que je voulais mettre au débat, c'est que depuis sa création, ou peut-être depuis une dizaine d'années, le mécénat de compétences, on le voit à travers nos politiques RSE, on le voit comme une façon, dans ces politiques RSE, peut-être de se distinguer par rapport à d'autres entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, et on le vit tous dans nos entreprises, les salariés qu'on a aujourd'hui, en tout cas pour certains, ils ne viennent plus tant chercher un emploi assez simple, juste pour travailler. Ils viennent aussi chercher un rôle, une mission, bien sûr pour contribuer au sein de l'entreprise, mais ils viennent chercher une mission où ils vont avoir un impact sur la société. Et là, on est sur une autre logique, et là, le mécénat de compétences peut apporter une réponse. Si nous nous projetons, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein de la NDRH dans nos 64 groupes territoriaux, lorsqu'on échange sur le mécénat de compétences, si on se projette, on met au débat, ou en tout cas on se dit que le mécénat de compétences, qui est aujourd'hui une sorte de parenthèse, peut-être qu'on va réaliser une fois par an ou de temps en temps, on se dit que finalement ce mécénat de compétences, si on veut vraiment qu'il impacte, ne pourrait-on pas l'envisager comme étant peut-être un parcours professionnel, parce qu'on le voit bien, on le sait que lorsqu'on est engagé en mécénat de compétences, ça apporte un développement de compétences sur les soft skills, ça amène de l'ouverture d'esprit, peut-être que ça peut même contribuer, certaines entreprises, on en parlait tout à l'heure, ça peut même amener de la mobilité, de la reconversion. Et donc on se dit, pourquoi ne pas avoir une démarche un peu plus large en intégrant le mécénat de compétences sur du parcours professionnel? Voilà, je le mets au débat, peut-être qu'on pourra en parler. Et si nous voulons réussir à réaliser de façon, j'allais dire strong, mais de façon sérieuse et sur un long terme, ces ponts, ce lien entre l'entreprise, le salarié, la société, les associations, etc. Donc, pour consolider cet ancrage territorial, juste un petit mot sur les associations. Il me semble que, et on le vit quand on pratique le mécénat de compétences, parfois, certaines associations ne sont, ou en tout cas, peut-être les plus petites évidemment, mais en tout cas, ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes des entreprises. Et parfois, les liens se cassent. Donc là, je voudrais aussi mettre au débat le fait que certaines associations, peut-être qu'elles ont aussi à monter en compétence sur la clarification des missions, la clarification des objectifs, la présence et le suivi. Et c'est peut-être pas toujours le cas. Et il me semble que ça permettrait aussi de consolider et d'aider dans ce lien et dans ces ponts. Donc ce matin, pour construire et continuer à construire cela, on va avoir 3 temps. Une première table ronde sur le mécénat de compétences et l'engagement des salariés. Une seconde table ronde sur le mécénat de compétences à impact, tu l'as souligné Corinne. Et un troisième temps on va vous distribuer le livre blanc qui a été rédigé. Et je l'espère, grâce à ces trois temps, cela va consolider les échanges. Donc juste un petit mot de fin. Je suis convaincue aujourd'hui que ce mécénat de compétences, ce n'est pas tant une tendance, c'est une vraie transformation du monde du travail, du désir d'engagement de nos salariés. Aujourd'hui, on doit être à la hauteur, nous, entreprises, RH, et en charge de l'engagement. Merci. Merci beaucoup, Audrey Richard, pour ces mots pleins de conviction que nous partageons tous ici. Merci à vous. Vous avez très bien mis en évidence à quel point le mécénat de compétences répond à des aspirations importantes dans l'entreprise, à la fois sur la quête de sens pour les collaborateurs, à la fois sur l'attractivité RH et puis sur l'impact important pour les associations. Vous avez posé le cadre idéal pour notre première table ronde. Donc je vais inviter maintenant 4 grands témoins à me rejoindre pour prendre la parole. Ils sont issus d'entreprises de secteurs très variés, de grandes entreprises, mais ils et elles partagent ensemble la conviction que le mécénat de compétences est devenu
un vrai levier RH stratégique. Donc j'appelle à me rejoindre Justine Coutard, qui est directrice générale déléguée du groupe ADP, Muriel Signoret, qui est directrice RSE de groupe SNCF, Benoît Clocheret, président d'Artelia, et Vincent Le Cerf, directeur des RH et de la transformation chez Orange. Alors prenez place. Alors, merci à tous les quatre d'être là. En fait, je vous propose, si vous le voulez bien, un premier tour de table assez rapide. Ça va aller vite ce matin parce que le temps est compté, évidemment. On a déjà pris du retard, je ne vous le cache pas. Et donc, je vais commencer avec vous, Vincent Le Cerf. Vous êtes directeur des ressources humaines et de la transformation donc chez Orange. Je voudrais juste vous demander très simplement, en quoi, selon vous, en tant que DRH, le mécénat de compétences est devenu un levier important dans votre stratégie RH? Bonjour à toutes et tous. Alors, juste un élément de contexte, c'est une pratique déjà très ancrée chez Orange, puisqu'on a près de 4000 personnes qui ont fait des mécénats de compétences depuis les 15 dernières années. Et c'est fait partie d'accords, d'usages, de pratiques. C'est vraiment ancré en début de carrière, en milieu de carrière, avec des outils comme le congé de respiration et du mécénat de compétences plutôt en fin de carrière, donc à différents moments. Donc pour rebondir sur ce que disait Audrey Richard, effectivement, c'est vu comme un élément qui peut vraiment faire partie du développement personnel de la carrière. Et sur des durées différentes, j'imagine. Il y a du court, il y a du moyen, il y a du long. Sur des durées, les congés de respiration en moyenne, c'est 10 mois. Sur les fins de carrière, c'est en moyenne 6 mois. Et c'est plus variable en début de carrière. Et on a aussi des formats plus courts tout au fil de la carrière. Pour nous, c'est un sujet essentiel dans une double dimension. Une dimension sociétale, parce qu'on est un acteur de la société, on accompagne, on doit faire société et on accompagne. Et donc, ça veut dire que, je ne vais pas parler de l'impact, mais le choix des associations, le choix des projets est essentiel. Mais c'est aussi un message essentiel vis-à-vis de nos salariés. C'est-à-dire que vous pouvez vous développer d'une autre manière, vous pouvez apporter autre chose. Et pour cela, ça fait vraiment partie de nos contrats, de notre contrat, nos accords parfois, pour vraiment accompagner au mieux la société, mais aussi permettre à chacun de se développer. Et donc ça fait vraiment partie, c'est au cœur de ce que l'on offre, dans des formats qui sont assez structurés, construits, avec une structure qui s'appelle Orange Solidarité, qui permet de prédéterminer un peu les cibles, avec des jurys pour choisir, mais quand même beaucoup de monde qui s'y présente. Et effectivement, par exemple, on a signé un grand accord sur la gestion de l'emploi et des compétences. Cet élément-là est au cœur de ça, au travers de ce qu'on appelle le congé de respiration, au travers de la possibilité pour quelqu'un qui partirait un peu plus tôt que l'âge de la retraite, de dédier son temps de transfert de compétences, non pas en interne, mais en externe. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mécénat de compétences qui fait vraiment sens pour vous? Alors, vous en avez sans doute des centaines, des exemples. Mais comme on l'a préparé, je suis sûr que vous avez un exemple à partager avec nous. Alors oui, mais j'en ai beaucoup. En fait, on a beaucoup de gens qui, en fin de carrière, viennent former soit des jeunes générations à l'usage des outils numériques de manière responsable, et c'est un vrai sujet, ou des populations plus âgées pour qui ne sont pas des digitaux natifs, on va dire, et où on accompagne ça. Mais on va avoir des gens qui vont aider les startups à travailler, je me rappelle de ça dans l'IT, mais aussi dans le recrutement, ou des gens qui ont fait ça au niveau du social, qui veulent t'insérer. Je me rappelle quelqu'un dans mes équipes qui est allé passer 9 mois pour accompagner des gens en hôpitaux et des enfants qui avaient des traitements lourds pour apporter de la joie avec des sessions de clowns qui allaient dans des hôpitaux. Donc c'est très variable. C'est soit de la formation, c'est soit des actions solidaires, sociétales, soit parfois des start-upers que l'on aide. Mais il y a plein d'exemples très concrets. Et ça donne du sens, pas seulement dans l'entreprise, mais aussi dans la vie, mais encore plus parce que c'est accompagné par l'entreprise. Donc c'est un joli témoignage. C'est très important. Et c'est vraiment et je veux rebondir sur le fait que pour les gens, c'est une véritable expérience qui fait levier ensuite quand ils reviennent dans l'entreprise. Muriel Signoret, alors vous allez vous passer les micros, oui, parce qu'il n'y a pas un micro par personne, mais voilà, c'est très bien. Vous êtes donc directrice RSE chez Groupe SNCF. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le mécénat de compétences est pour vous un levier RH stratégique ? Alors effectivement, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est pour le groupe SNCF un dispositif et un levier stratégique RH et RSE qui est absolument fondamental.
La SNCF est une entreprise d'utilité sociale, d'utilité publique, de par son activité première, hein, qui est la mobilité décarbonée. Quand on recrute aujourd'hui, même si je ne suis pas des RH, mais quand on recrute aujourd'hui, on le voit, la question du sens est absolument essentielle pour les recrues et notamment pour les jeunes. C'est vrai chez les jeunes. Est-ce que c'est vrai aussi pour les plus anciens? Oui, c'est vrai aussi pour les plus anciens et c'est vrai pour les salariés qu'on ne vient pas de recruter et qui sont dans la maison depuis longtemps. Et en général, quand la question du sens est importante pour ces salariés ou pour ces nouvelles recrues, c'est parce qu'ils ont l'engagement aussi chevillé au corps. Et au-delà donc de notre cœur de métier, la mobilité décarbonée, au-delà du salaire que chacun va toucher à la fin du mois, cet engagement, l'entreprise doit apporter aussi, doit promouvoir et faciliter les parcours d'engagement. Et le mécénat de compétences est un dispositif qui est clé pour nous. Alors, combien de collaborateurs sont engagés en mécénat de compétences chez vous? Alors, c'est ce que j'allais y venir. Justement, nous, on a lancé le mécénat de compétences il y a déjà 10 ans. Je n'ai pas les chiffres sur ces 10 dernières années, mais en tout cas sur les 4 dernières années, ce sont 11 500 collaborateurs qui ont bénéficié de ce dispositif sur des durées plus ou moins longues. On a des mécénats de compétences longue durée qui peuvent durer jusqu'à 3 ans, voire un peu plus si on renouvelle. On le fait rarement parce qu'après, il faut aussi penser au retour dans l'entreprise. Et ça, c'est un sujet que je pense on doit travailler un peu plus finement, notamment quand nous sommes dans des organisations comme la SNCF, mais pas que, qui sommes en grande transformation. Il faut aussi penser et accompagner le retour de ces mécénats de compétences longue durée. Mais voilà, on a aussi du mécénat de compétences de courte durée. Donc, juste pour conclure, effectivement, le mécénat de compétences, c'est un levier stratégique pour les RH, mais aussi pour la RSE, puisque je parle en tant que directrice RSE du groupe, parce qu'il nourrit à la fois notre marque employeur et il nourrit notre raison d'être. Et alors, vous êtes une entreprise, comme beaucoup d'entreprises, et forcément, vous réfléchissez à la rentabilité de vos investissements, de vos engagements. J'aimerais savoir si vous réfléchissez, si vous arrivez à mesurer le ROI du mécénat de compétences en matière RH. Ou RSE, si c'est plus facile, parce que oui, c'est votre casquette. Alors, la Fondation SNCF a lancé une mesure d'impact, une étude de mesure d'impact début 2025. Et donc, on a quelques chiffres qui nous permettent d'éclairer, effectivement, de nous éclairer sur les atouts, les bénéfices, le ROI de ce mécénat de compétences. Alors, évidemment, ça ne va pas être un ROI financier dont je vais vous parler, mais c'est plutôt, donc, cette étude d'impact, elle a été menée y compris sur le mécénat de compétences, mais pas que. Et on voit que le mécénat de compétences permet de faire découvrir, mais aussi d'inscrire dans la durée l'engagement chez les salariés. C'est un vecteur, évidemment, de fierté, de reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise. C'est un facteur d'attractivité très fort. Je parlais tout à l'heure de marque employeur, mais c'est au-delà de... Enfin, voilà, c'est vraiment un levier important pour 83% des salariés. Alors, j'ai ma petite fiche avec quelques chiffres. Je ne les ai pas tous appris par cœur pendant l'été, j'avoue. C'est aussi un levier, comme vous le disiez, de développement de compétences, notamment des compétences psychosociales qui sont là encore importantes dans les moments de transformation des entreprises comme celle que l'on vit en particulier à la SNCF. Voilà, je ne vais pas vous faire de liste à l'après-vert, mais en tout cas, on a pu mesurer avec cette mesure d'impact les bénéfices, ou en tout cas, enfin, voilà, les bénéfices du mécénat de compétences. Et on peut venir vous demander l'étude si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'ensemble des travaux que vous avez menés. Benoît Clocheret, vous êtes président d'Artelia, groupe de services en ingénierie. Alors, vous remarquerez que c'est le troisième à prendre la parole et qui sont dans l'enfilade, mais vous avez vu que je les ai laissés s'installer. Je n'ai pas organisé les tours de prise de parole de cette façon-là. Ça s'est fait naturellement. Dites-nous pourquoi Artelia a basculé du congé solidaire au mécénat de compétences. Alors effectivement, notre trajectoire chez Artelia est un petit peu différente.
Peut-être qu'Artelia est un peu moins connu que mes 3 voisins. Nous, c'est 11 000 collaborateurs dans 40 pays dans le monde, des pays de l'OCDE et beaucoup de pays en développement, en Afrique et dans l'ASEAN notamment. Et la fondation Artelia a été créée il y a 15 ans, donc elle fait vraiment partie de l'ADN du groupe, et elle a débuté sur le congé solidaire, c'est-à-dire des ingénieurs, des experts français qui accompagnaient des ONG françaises pour des missions en Afrique, dans le domaine de l'eau, du bâtiment, de l'énergie. Et puis, d'une part, on a vu qu'on faisait appel de plus en plus aux mêmes ressources, qui ne sont pas inépuisables en termes d'expertise. Et puis, on a, comme nous tous, été fracassés par le Covid. Et puis là, évidemment, il n'était plus question de prendre l'avion. Et il n'était pas non plus question d'arrêter notre engagement en termes de philanthropique. Donc on s'est rapidement reconverti. Bon, il y a eu quelques idées, réflexions préliminaires sur l'introduction d'une dose de mécénat de compétences. Et évidemment, tout ça s'est accéléré. Et ça s'est accéléré parce qu'on ne pouvait plus voyager. Ça s'est aussi accéléré par la montée en compétences d'expertise partout dans le monde. Ce n'est pas que les Français qui vont apporter l'expertise aux 4 coins du monde, mais on a vu notamment en Asie du Sud-Est, les équipes en Thaïlande, aux Philippines, de plus en plus, qui ont de plus en plus d'expertise technique, beaucoup de demandes évidemment locales de la part des ONG, et donc on a développé le mécénat de compétences. Alors c'est vrai que c'est plus facile de mobiliser sur les congés quelqu'un quand vous lui offrez un billet d'avion pour aller passer faire une mission au Cambodge qui complète par quelques vacances pour revenir, que pour aller de Saint-Ouen à Argenteuil ou je ne sais trop pour aider une association locale. Donc évidemment, tout ça rentre en compte, mais on est passé et il y a une montée en puissance extrêmement rapide. Aujourd'hui, on est à peu près c'est plus modeste là aussi que les autres panélistes, mais de l'ordre de 500 jours par an, plutôt des petites missions ou des missions de courte durée ou plusieurs missions égrenées dans le temps. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on parlait d'ancrage territorial tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu un moment où les entreprises ont devenu une grande entreprise internationale, globale, un peu apatride, et puis qu'il y a eu ce retour vers l'ancrage territorial, et ça on le sent très fort, et à la fois la demande des associations, à la fois même la demande de nos équipes, c'est de pouvoir aider les associations qui sont à leur porte. D'ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont identifiées et ce sont nos équipes qui nous sollicitent pour aider les associations et c'est très bien comme ça. Ça contribue aussi à l'engagement de nos collaborateurs. Donc voilà, on a basculé progressivement. On n'a pas basculé, c'est plutôt que les 2 dispositifs se complètent aujourd'hui et nous permettent de faire écho à notre raison d'être, c'est créer des solutions pour une vie positive. On le fait, on essaie de le faire le mieux possible vis-à-vis de nos clients et on le fait aussi à travers de cette dimension philanthropique. Donc la raison d'être, ce n'est pas juste une jolie phrase qu'on a rédigée ensemble après 6 ou 12 mois de travail. Vous l'incarnez réellement au travers de ces engagements-là. On cherche à le faire tous les jours. Oui, je ne vous dis pas que tout est parfait, mais on cherche. Et quel retour vous avez des collaborateurs? Qu'est-ce que ça provoque chez eux? Je vous disais que ça fait 15 ans que la Fondation Artelia existe, donc elle fait vraiment partie de la vie de tous les jours de l'entreprise. Donc le retour, il est extrêmement bon. D'ailleurs, on voit bien que toutes les personnes qui sont parties en mission, dans un mode ou dans un autre, sont les meilleurs ambassadeurs de notre fondation. Ils font rêver les autres et les entraînent. Il y a, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais évidemment, il y a un sujet autour de la compétence professionnelle. Peut-être on n'a pas vraiment insisté. Je vous ai écouté tout là en disant, mais peut-être que ça peut faire partie d'un parcours professionnel. Et ça, je le crois. Vraiment, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître et pousser les collaborateurs qui, au-delà de bien réussir dans leur boulot de tous les jours, s'engagent sur des missions. Et d'ailleurs, ils se retrouvent dans un nouvel environnement avec des moyens différents, souvent plus faibles d'ailleurs, avec des interlocuteurs différents qui raisonnent différemment. Et évidemment, ça les incite à s'ouvrir et à développer de nouvelles compétences. Il y a une dimension aussi de philanthropie, parce que tout à l'heure, j'entendais il ne faut pas perdre de l'utilité sociale. Et ça, c'est quand même la base de la base. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du mécénat de compétences pour le besoin de l'entreprise. On le fait d'abord pour le besoin des associations et de la société. Et ce besoin philanthropique, je pense que si on est tous là dans la salle, c'est parce qu'on est mu par cela en tant que dirigeant, des RH, directeur RSE. Mais la réalité, et c'est heureux, quand même, beaucoup de nos collaborateurs ressentent que la gratuité, ça fait partie de la vie et que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Et donc, on arrive à répondre à leurs attentes d'engagement gratuit en même temps que leur développement de compétences. Peut-être pour finir, il y a aussi une dimension collective, une dimension de fierté. D'ailleurs, on a certaines de nos missions qui sont réalisées par 2 ou 3 collaborateurs d'une même équipe qui vont ensemble dans une entreprise.
Et là aussi, ça permet de créer du lien, de la cohésion, de l'attractivité. Et nous, dans notre développement de notre marque employeur, on parle toujours d'aventure humaine à l'intérieur de l'entreprise et d'impact vis-à-vis de nos clients. Alors, on fait un métier d'ingénierie qui transforme la ville, les territoires, donc c'est assez naturel dans nos métiers. Mais voilà, cette dimension collective, je pense qu'elle est aussi à travailler et elle est aussi un accélérateur dans l'engagement des collaborateurs. Parce qu'ils aiment bien aller avec leurs amis du boulot, en fait. Alors, on va se tourner vers Justine Coutard. Vous êtes directrice générale déléguée du groupe ADP. Vous allez nous dire combien il y a de collaborateurs chez ADP et dites-nous quels sont les types ou les formes d'engagement que vous observez chez vos collaborateurs. Alors, on est à peu près 6000 collaborateurs à Paris. Et on a 2/3 de ces collaborateurs qui sont engagés dans du mécénat de compétences, et notamment dans la plateforme numérique qu'on a mise en place récemment, Je m'engage, pour un groupe ADP, qui permet à chaque collaborateur de faire son marché, en quelque sorte, et de pouvoir sélectionner les missions ponctuelles ou régulières, en format individuel ou collectif, qui correspondent à leurs attentes. Donc, les formes que revêt ce mécénat de compétences correspondent à peu près à tout ce qui a été dit. On a essayé au fil du temps, ça fait désormais presque 10 ans qu'on a mis en place ce mécénat de compétences, de varier le plus possible la durée, la récurrence de ces formats pour justement toucher un maximum de collaborateurs, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs contraintes personnelles, professionnelles, pour aller à la fois sur du mentorat, du parrainage, des missions ponctuelles, notamment dans le cadre du mois de l'engagement. Le mois de novembre, c'est le mois qu'on dédie désormais depuis 2022 à l'engagement pour favoriser davantage la mise à disposition des collaborateurs et que ce soit davantage ancré dans les pratiques au quotidien de l'entreprise. Et puis le mécénat de fin de carrière, bien entendu, qui est aussi un dispositif très intéressant. Il y a 12 collaborateurs depuis qu'on l'a mis en place qui se sont consacrés sur leurs dernières années avant le départ en retraite à ces missions au service d'associations. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les séminaires solidaires, donc ces moments de team building qu'on organise avec des associations dans des domaines extrêmement variés, que ce soit l'environnement, des actions solidaires, pour justement cultiver aussi ces formes d'engagement dans un format un peu plus collectif. Alors l'une des particularités du mécénat de compétences, celle qu'on essaye de le développer, c'est aussi de faire en sorte que le lien avec le territoire soit le plus important possible. Et ça, c'est tout le travail qui est mené par la direction de l'engagement citoyen. Donc je salue la directrice, Laure Kermen, qui fait ce travail scrupuleux, à la fois pour sélectionner les associations, les missions qui sauront trouver leur public et qui susciteront de l'intérêt chez nos collaborateurs, et aussi pour faire en sorte que le plus possible, ces missions bénéficient à nos territoires d'emprise. Puisque des aéroports, ce ne sont pas tout à fait des objets économiques anodins, c'est des objets qui ont une inscription très forte dans le territoire, au plan géographique, qui sont aussi source de nuisances, de bruit, de pollution pour les collectivités environnantes, sur lesquelles évidemment on travaille activement. Et donc il nous semble d'autant plus important de pouvoir donner aux territoires qui subissent ces conséquences, de leur faire toucher du doigt les bienfaits également de notre activité, et pas seulement en termes d'emploi, traditionnellement c'est ce qu'on mettait en avant, mais aussi de leur faire toucher du doigt que nos collaborateurs peuvent être à leur service. Que ce soit d'ailleurs dans le tissu associatif, mais y compris auprès de collectivités. Donc ça, c'est une forme nouvelle qu'on essaye de développer, qu'on a mise en place plus récemment. C'est qu'on a des collaborateurs, on a à peu près 289 métiers au sein du groupe ADP, donc des expertises très variées, et dont certaines peuvent bénéficier également à nos collectivités d'emprise. Donc récemment, on a mis à disposition un certain nombre de jours par mois un expert en biodiversité qui fait partie de nos équipes et qui est mis à disposition d'une commune d'emprise qui avait l'intention de développer un schéma directeur, une politique, une ambition en matière de biodiversité. Et donc, on le met à disposition de cette commune pour qu'elle puisse développer sa feuille de route et mettre en place des actions qui, d'ailleurs, soient, si possible, cohérentes avec celles qu'on met en place de notre côté. Voilà, donc pour vous donner quelques illustrations. Un ancrage territorial très intéressant. Même question que précédemment, qu'est-ce que ça provoque chez vos collaborateurs ? Beaucoup de fierté. Et aussi, je pense que ce qui est très important chez nos collaborateurs, d'ailleurs comme chez nos parties prenantes, c'est ce décloisonnement. C'est-à-dire faire en sorte que l'interne et l'externe dialoguent davantage et selon des modalités différentes. On a un dialogue très nourri avec la riverainté. Ce sont des modalités, je pense, que je n'ai pas besoin de vous dépeindre, vous pouvez l'imaginer. Là, ça renouvelle justement les conditions de ce dialogue.
Ça permet de faire toucher du doigt au tissu associatif, au tissu local, la variété des compétences, la richesse des ressources humaines d'une entreprise comme ADP. Et pour nos collaborateurs, c'est aussi extrêmement intéressant que d'aller, sur une mission ponctuelle ou plus régulière, se mettre au service des territoires qui nous environnent, que ce soit pour la lutte contre l'illettrisme, sur le parrainage de jeunes, sur des actions pour le reboisement, par exemple, des collectivités, des parcs alentours, et justement créer davantage ce trait d'union qu'on essaye de cultiver par ailleurs. Mais le mécénat de compétences, justement, est un moyen de contribuer à ce décloisonnement, à cette ouverture entre le milieu aéroportuaire et le territoire dans lequel on s'inscrit. C'est très intéressant. Merci pour ces témoignages. J'ai encore des questions à vous poser, mais on est vraiment pris par le temps. Alors, je vais vous les poser, mais je vous propose d'y répondre en moins d'1 minute. Je sais, ça va être court, c'est compliqué. Ah là là, ces animateurs, ils sont terribles. Benoît Clocheret, est-ce que vous pouvez nous dire quel défi le mécénat de compétences pose dans votre organisation RH ? Il y a toujours un moment, un conflit entre aller servir son client ou aller servir une association. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est aussi le boulot de tous les jours. On jongle avec des milliers. On a 28 000 projets en cours chez Artelia en parallèle. Donc, on arrive bien à organiser ça. L'autre défi, c'est là aussi, on a tout un panel, notamment du management intermédiaire. Il y a les plus grands promoteurs, il y a un peu les détracteurs, ceux qui ne sont pas encore convaincus. Mais pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, sur nos équipes, elles rentrent chez Artelia pour un travail, mais elles rentrent aussi pour une mission. Et tout le management, je pense les dirigeants, mais voilà, toute l'échelle de management intermédiaire le comprend de plus en plus. Et c'est bien que ça doit faire partie de la manière de manager ces équipes pour qu'elles soient fidèles, engagées et aussi contributives, puisque je disais tout à l'heure que ça contribue à la compétence professionnelle. Donc tout ça est en train de s'auto-réguler et à rentrer dans la vie normale de l'entreprise. Et c'est ce qui est le mieux qui puisse arriver, en fait. Alors, repassez votre micro à Justine Coutard. Audrey Richard en parlait tout à l'heure. Est-ce que chez vous, le mécénat de compétences peut s'intégrer dans les parcours professionnels ? Alors absolument, et c'est l'un de nos grands défis. On voit aujourd'hui que le mécénat de compétences touche encore majoritairement des cadres, un peu moins les salariés qui sont en tableau de service, pour lesquels c'est plus difficile d'arriver à dégager du temps de manière spontanée. Et donc ce qu'on aimerait, c'est l'année prochaine essayer d'avoir un accord avec nos organisations syndicales justement sur ce sujet pour mieux intégrer le mécénat de compétences dans les parcours et avoir quelque chose d'encore plus structuré au niveau de l'entreprise pour que ça touche de manière plus homogène, plus structurée l'ensemble de nos métiers et que ça s'inscrive dans des parcours. Et on a plutôt l'habitude d'avoir des salariés qui passent leur vie dans l'entreprise. Voilà, c'est une entreprise à laquelle les salariés sont fidèles. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette visibilité et de nous projeter sur le temps long en intégrant pleinement le mécénat comme une étape de ces parcours. Muriel Signoret, on va élargir un petit peu la réflexion pour terminer avec vous et avec Vincent. Est-ce que vous diriez que le mécénat de compétences redéfinit la place de l'entreprise dans notre société aujourd'hui ? Il se développe de plus en plus ? Alors, oui, effectivement, et notamment, je voudrais finir par cet ancrage territorial dont Justine a parlé, qui est absolument clé aussi pour nous, pour une entreprise comme la SNCF. Et c'est vrai que le mécénat de compétences va permettre en fait aux acteurs des entités locales, puisque voilà, on a une empreinte territoriale avec nos 28 000 kilomètres de voies, nos 3 000 gares, etc., qui est absolument massive, et donc va permettre aux entités territoriales de créer du lien de proximité avec des acteurs associatifs locaux, et je trouve qu'il y a une relation partenariale en fait forte qui se met en place à l'échelle du territoire, à l'échelle la plus petite du territoire, et qui est absolument bénéfique pour les uns et les autres. Merci à vous. Et Vincent Le Cerf, pour terminer, on n'est pas n'importe où, on est sur la rencontre des entrepreneurs de France ici. Est-ce que vous auriez un message à passer aux autres entreprises, aux autres entrepreneurs qui sont réunis aujourd'hui sous cette bannière du MEDEF ? Je pense que simplement le mécénat de compétences, c'est une opportunité formidable de faire société. C'est un levier de motivation très très fort pour nos collaborateurs. Et c'est une façon formidable pour intégrer l'entreprise dans la société, par l'impact des collaborateurs, par les liens que ça crée, par le lien avec le tissu associatif. Donc ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Et dans la petite remarque qui était sur la fiscalité, oui, c'est important de garder un cadre qui permet de
motiver les entreprises à le faire. Ça reste un coût pour l'entreprise, mais ça reste un investissement pour la société et pour la motivation de nos collaborateurs. Donc. Eh bien, un grand merci à tous les quatre. Je vous invite à regagner la salle. On retient évidemment de vos interventions que le mécénat de compétences est bien en train de s'imposer en tant que levier de ressources humaines. Je précise quand même que pour prolonger cette réflexion, l'Alliance pour le mécénat de compétences a lancé un club RH que vous pouvez naturellement rejoindre. Alors on va passer maintenant à la deuxième table ronde et on va aborder la question du mécénat de compétences sous un autre aspect. C'est celui du mécénat de compétences comme moteur d'innovation pour vos modèles économiques. Et nos prochains intervenants qui vont nous rejoindre vont vous expliquer comment ça peut marcher. Donc j'invite à me rejoindre Damien Catoire, secrétaire général de Servier, Iris Varnan-Guimier, secrétaire général de Banque Populaire Rive de Paris, Benoît Derigny, président de Manpower France, Stéphanie Dupuis-Lyon, directrice de l'engagement sociétal à La Poste, et enfin Pascal Imbert, PDG de Wavestone. Vous pouvez prendre place. Merci à vous. Et je vais commencer avec Damien Catoire, secrétaire général de Servier. Voilà, vous avez placé, votre démarche de mécénat de compétences dans une gouvernance de long terme. Expliquez-nous pourquoi vous avez inclus ce mécénat de compétences à impact dans votre stratégie. Alors, chez Servier, on a la chance d'être gouverné par une fondation et comme certaines sociétés ici, de ne pas être coté. Ça nous donne peut-être une perspective qui est plus long terme et une vision, en tout cas, qui s'étend sur une durée assez longue, avec des collaborateurs comme c'est le cas de Justine, qui parfois s'engagent sont dans l'entreprise pour toute leur carrière et toute leur vie. Et ce temps long... elle est au premier rang, hein. Si vous ne l'avez pas repérée, elle est là. Ce temps long, ça nous oblige, et je crois que on a une réflexion sur l'engagement en faveur des collaborateurs, l'épanouissement des collaborateurs, mais aussi l'engagement des collaborateurs eux-mêmes. Et donc, c'est tout naturellement que le mécénat de compétences vient s'inscrire pour nous dans ce temps long et dans la stratégie de l'entreprise, parce qu'elle permet d'avoir des collaborateurs qui sont motivés, mais des collaborateurs qui sont au service de leur société, qui sont engagés dans la société et qui développent ce lien avec les territoires, avec le monde externe et ce qui provoque cet échange société-entreprise qui est d'une grande richesse et qui est au service aussi de la performance de l'entreprise. Vous auriez une définition à nous donner de ce qu'on appelle ici le mécénat de compétences à impact pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire, je ne sais pas si j'ai une définition, je ne sais plus si on avait préparé celle-là, non. Mais on a, en tout cas, l'impact pour moi, ça doit être l'impact évidemment pour la société, mais ça doit être l'impact pour l'entreprise elle-même. Et donc c'est aller dans les deux sens et c'est ça qui est important pour moi. Excellente réponse. Alors c'est une très bonne passerelle pour la question suivante que nous avions préparée. Tout à l'heure, j'ai demandé qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça suscite chez les collaborateurs. Là, maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que ça crée pour les associations et pour votre entreprise que de développer ce mécénat de compétences à impact. Alors, pour les associations, on essaye d'être dans une démarche où les associations parfois apprennent avec nous et on a très nombreux exemples où en développant le mécénat de compétences, nous-mêmes on a beaucoup appris sur la société, l'engagement des associations et nos collaborateurs apprennent, mais on apprend aussi ensemble à structurer ces missions et ça permet aux associations de grandir par le mécénat de compétences. On a un exemple avec l'association L'Envol, qui est une association qui s'occupe d'enfants gravement malades et qui a appris le mécénat de compétences avec nous, qui s'est structuré au fil des années depuis 10 ans maintenant et qui maintenant a 6 permanents, je crois, qui sont des mécènes seniors ou moins seniors, mais ça permet de structurer l'association et de grandir et d'elle-même d'avoir une ampleur qui au fil du temps. C'est une super association, hein, on peut le dire, elle fait un travail remarquable. Qu'est-ce que ça crée comme valeur pour l'entreprise ? Alors, pour nous, c'est assez extraordinaire. Moi, on parlait de séminaires solidaires. On en fait aussi. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec mes équipes.
Et ça permet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi de ce que ça a apporté aux collaborateurs, mais pour l'entreprise, dans l'autre sens, nous on revient de ces séminaires solidaires avec des collaborateurs qui sont incroyablement boostés, qui sont heureux d'être là et qui sont, on doit le dire, très performants après, peut-être plus productifs. Et donc il y a des effets d'entraînement qui ne sont pas nécessairement attendus, et on ne le faisait pas nécessairement pour ça, mais ils sont réels. Et donc en fait, il y a aussi, on parlait d'impact pour l'entreprise, mais un impact sur l'engagement des collaborateurs, le sens, etc., mais aussi sur la performance de l'entreprise, vraiment. Alors, on passe du secteur de la santé à celui de la banque, avec Iris Varnan-Guimier. Est-ce que vous pouvez nous dire, chez Banque Populaire Rive de Paris, qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans le mécénat de compétences à impact ? Alors, Banque Populaire Rive de Paris fait partie du groupe BPCE. Le réseau des banques populaires, c'est 14 banques régionales qui ont fait le choix de lancer le mécénat de compétences il y a 5 ans. Et aujourd'hui, c'est près de 10% des collaborateurs qui ont déjà participé à au moins une mission. Alors, pourquoi l'avons-nous fait ? Il y a 3 principales raisons. La première, c'est que c'est franchement une belle manière d'incarner et de faire vivre notre modèle de banque coopérative et régionale, dont la vocation, c'est justement d'accompagner le développement économique et social de nos territoires. Donc, chacune de nos banques, nous menons des actions de mécénat pour soutenir ces acteurs essentiels du développement que sont les associations. Et d'ailleurs, on est très fiers, on est le 6e mécène de France. Et ce mécénat prend différentes formes, dont le mécénat de compétences. On l'a aussi fait parce que c'est une réponse à une demande de plus en plus croissante du tissu associatif local. Si je prends l'exemple de Rive de Paris, nous avions en 2006 créé notre fondation d'entreprise. Et depuis son lancement, on a soutenu financièrement plus de 1100 projets d'associations sur notre territoire. Et en échangeant avec nos partenaires dans ces associations, on s'est aperçu qu'ils avaient un besoin criant de bénévoles qualifiés. Donc on a fait le choix, nous c'était il y a un peu moins de 2 ans, de compléter ce dispositif de soutien financier en proposant à tous ceux de nos collaborateurs qui le souhaitent, de consacrer jusqu'à 3 jours par an pour accompagner des associations qui sont soutenues par notre fondation. Et qui sont donc rémunérés par l'entreprise. Évidemment, les collaborateurs c'est sur le temps de sont absents, mais travail. bien sûr. Et les collaborateurs, justement, dans nos démarches de stratégie d'impact, on veut vraiment que les collaborateurs soient acteurs de cette stratégie. Et c'est un beau moyen de le faire pour eux. Alors la question sur le modèle économique, Oui. en quoi est-ce que cette stratégie, ce mécénat de compétences contribue à votre chaîne de valeur, à vous ? C'est un formidable moyen, justement, aujourd'hui c'est important d'en parler, de soutenir l'entrepreneuriat, parce que vous le savez peut-être, mais les banques populaires ont été créées par et pour des entrepreneurs, et donc ça fait 150 ans que nous souhaitons vraiment encourager l'esprit d'entreprendre sur nos territoires. Et donc on le fait évidemment en tant que banquier, nous sommes la première banque des entreprises en France, mais on le fait aussi au travers du mécénat. Je crois que pour 2024, c'est près de 2000 associations en lien avec l'entrepreneuriat qui ont été soutenues par les banques populaires. Et si je prends un seul exemple, l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative d'entreprendre, nous sommes le premier refinanceur de l'ADI, donc on les soutient évidemment financièrement, on soutient toutes les actions qu'ils font pour accompagner les entrepreneurs, mais on permet aussi à nos collaborateurs d'être bénévoles et de mettre leurs compétences de banquier au service de ceux qui souhaitent entreprendre au travers de formations, de participation à des jurys. Et chez Rive de Paris, nous avons d'ailleurs un collaborateur qui est détaché à temps plein pour la DIE de France. Et on comprend qu'il y a une logique écosystémique en réalité dans votre engagement. Merci pour ce témoignage. Benoît de Rigny, vous êtes président de Manpower France. Expliquez-nous, tout le monde sait ce que c'est que Manpower, on ne va pas expliquer, sauf que j'aimerais comprendre la logique entre le mécénat de compétences et votre cœur de métier. Où se trouve l'alignement ? Comment vous allez en parler ? Alors, nous, l'emploi, les compétences, le travail, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et en plus, avec une conviction assez forte et partagée par nos équipes, c'est une vision positive du travail. C'est-à-dire que travailler permet évidemment à chacune et chacun économiquement de réaliser sa vie, de nourrir ses proches, de survivre économiquement, mais aussi de développer des compétences et donc de se réaliser, et aussi parce que par le travail, il y a du lien social. Une fois qu'on a dit ça, en fait,
à travers nos 3 métiers, il y a Manpower dont vous me parliez, donc le travail temporaire et le recrutement. On a 2 autres activités, une activité qui s'appelle Experis, qui fait la même chose dans les domaines de l'informatique, et on a une 3e activité qui s'appelle Talent Solution, qui, elle, part plutôt des candidats et qui cherche à les accompagner avec un accompagnement individuel ou collectif pour les remettre à l'emploi. Et donc, du coup, le lien entre cœur de métier et votre question, il est assez naturel. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'était de se dire, à travers notre activité au quotidien, il y a des publics auxquels on rentre en contact, mais qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre de nos activités économiques. Comment aller un cran plus loin? Et du coup, en 2009, on a créé une fondation dont l'ambition était en fait de pouvoir mettre à disposition ces compétences à travers le mécénat de compétences, parce que c'est le cœur de notre métier, vers des publics qu'on rencontrait, mais qui ne rentraient pas dans notre chaîne de valeur économique. Voilà. Et on a axé ça sur 2 sujets, les publics éloignés de l'emploi, soit pour des questions de rupture liées au numérique, et puis depuis 2 ans, on a intégré la dimension environnementale, c'est-à-dire pour aller à la rencontre et appuyer et mettre à disposition sous forme de mécénat de compétences l'expertise de nos équipes sur des publics qui sont éloignés de l'emploi, aussi pour des sujets liés à la transition écologique. Donc vous êtes en train de nous dire que cet engagement nourrit votre chaîne de valeur. J'aimerais mieux le comprendre encore. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte du chiffre d'affaires, de l'activité, du réseau? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, la table précédente l'a dit, évidemment, il y a un élément de motivation, et ça a été répété, et c'est évident. C'est-à-dire que les équipes ou ceux qui s'engagent, ça donne encore plus de sens à un métier. Tous les métiers ont du sens, et dans toutes les activités. Le nôtre a un sens particulier. Ceux qui exercent cette activité chez nous et qui y restent... C'est un joli message, ça. Hein. Tous les métiers ont du sens. Oui, ça, j'en suis assez convaincu, mais il faut juste faire un pas de recul et se poser la question, à quoi je sers? Et donc, nous, le nôtre, c'est ça. C'est vraiment une vision positive du travail que nos équipes ont encore en partage, vraiment. Je voudrais en revenir à votre question. Comment ça nourrit notre chaîne de valeur? Un des maillons de notre chaîne de valeur, je ne vais pas vous la détailler, mais c'est tout ce qui touche autour de la recherche de candidature, de l'évaluation, de l'assessment, de l'accompagnement et de la formation. Et donc forcément, ceux de nos équipes qui s'engagent dans une démarche de mécénat de compétences vont développer une expertise additionnelle. Pourquoi? Parce qu'elles vont travailler avec des publics beaucoup plus éloignés de l'emploi, pas facile. Et forcément, par ricochet, quand ils vont revenir ou exercer dans leur métier, évidemment, ils vont avoir développé des aptitudes complémentaires et nouvelles qui va leur servir sur des publics, j'allais dire, un peu plus simples ou un peu plus classiques. Et puis le deuxième élément, c'est que nous, ça nous permet de découvrir des talents dans des univers auxquels on n'aurait pas pensé. Et là aussi, ça va nourrir des réponses à ce que nous demandent nos clients en termes d'expertise. Eh bien, je comprends mieux. Je vous remercie pour cette réponse. Stéphanie Dupuy-Lyon, vous êtes directrice donc, de l'engagement sociétal pour le groupe La Poste. Dites-nous comment ce mécénat de compétences s'inscrit dans votre stratégie à vous. Alors, merci et ravi d'être parmi vous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, le groupe La Poste, je pense qu'à la fois tout le monde le connaît. C'est une grande entreprise qui est riche d'une histoire de plusieurs siècles, voilà, qui a toujours été à la fois et riche aussi de 230 000 collaborateurs. Donc, ça en fait voilà, une spécificité un peu particulière et puis aussi aujourd'hui très internationale. Et en fait, historiquement, pour un groupe comme La Poste, en fait, avoir une utilité sociale, un ancrage territorial, et finalement cette richesse, on faisait, je pense, du mécénat de compétences ou en tout cas de la coopération avec les entreprises, les associations, les territoires et les autres partenaires de manière, on va dire, un peu naturelle et native. C'est dans votre ADN. C'est dans notre ADN postal. Maintenant, ce qui est éventuellement tellement dans l'ADN, c'est peut-être quelque chose voilà, qu'on pilote pas forcément, dont on perçoit pas tellement la valeur et tout ça. Et donc là, je voulais juste revenir sur il y a eu un renouvellement de notre responsabilité sociale et environnementale il y a quelques années, et ça s'est passé par un acte très fort qui a été la qualité, modifier nos statuts d'entreprise et prendre la qualité d'entreprise à mission.
C'est-à-dire que ça a été en 2021 et donc c'était vraiment un acte assez fondateur de renouvellement de cet engagement et de cette volonté de cette entreprise, et vraiment parce qu'on est sur les questions de modèle économique, c'est-à-dire qu'on porte aujourd'hui, avec d'autres entreprises, mais en tout cas voilà, j'ai la chance moi de le porter avec le comité exécutif de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, un modèle d'entreprise en fait qui veut être rentable, c'est nécessaire, mais pour être durablement rentable, ça passe par la responsabilité. On pense que voilà et donc voilà, sur ça c'était un renouvellement très fort. Cette qualité d'entreprise à mission en fait, c'est de participer et de contribuer et agir pour la société et les territoires, agir avec et pour nos collaborateurs et agir pour la planète. Voilà. Et est-ce que tout ça, ça crée de la valeur? Est-ce que ça crée de la performance? Alors, en effet, tout simple, oui, parce que quand on suit ce cheminement-là, et après je reviendrai un peu quand même sur le mécénat de compétences, parce que là, j'en ai pas trop parlé, mais bon, ça a été déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Quand on suit ce cheminement, la responsabilité sociale et environnementale, notre engagement sociétal, en fait, c'est une question d'impact et de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de traduire un nouveau langage et on croit au groupe La Poste et on le confirme jour après jour et on le traduit aussi dans la finance et le pilotage de l'entreprise que la performance environnementale, la performance sociale et la performance sociétale sont clés pour la performance économique de l'entreprise. Et donc, à partir de là, toutes les actions, en fait, on a toujours un double miroir entre performance et impact. Par exemple, on a créé un budget carbone. On est en train de développer un budget adaptation. Et donc, la question, c'est de pouvoir traduire et arrimer des éléments extra-financiers aux éléments financiers. Et pour tout vous dire, à l'intérieur de ça, on a renouvelé un petit peu notre vision du mécénat de compétences. C'est pour nous, donc avec une plateforme qui a été créée, qui s'appelle Déclic. On est plutôt sur du temps de travail solidaire, du temps, voilà, donc pas du mécénat de longue durée. En tout cas, on se questionne et on le questionnerait plutôt dans des parcours justement de professionnalisation. Mais ça, c'est encore des éléments. Et donc aujourd'hui, c'est 28 000 heures en fait de mécénat de compétences. Par exemple, on a fait des mesures d'impact, parce que si on veut traduire et arrimer ces éléments de performance environnementale, sociale et sociétale, il faut avoir des mesures d'impact et après, il faut pouvoir le traduire en euros et pouvoir piloter et allouer aussi les ressources nécessaires pour cela. Donc, voilà, c'est par exemple 2500 personnes éloignées de l'emploi qui ont été accompagnées. Dans les éléments aussi d'études d'impact, 86% des postiers et postières qui ont donné du temps de travail solidaire dans l'année sont plus fiers, voilà, se sont plus motivés, plus engagés. Il y a moins d'absentéisme, il y a plus de sens au travail. Donc oui, ça a énormément de valeur pour l'entreprise, Merci. pour les collaborateurs et pour la société. Retour d'expérience très intéressant. Merci beaucoup. Pascal Imbert, pour Wavestone, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez intégré le mécénat de compétences dans votre cœur de métier finalement? C'est une question compliquée. On l'avait préparée, mais finalement... vous ne savez plus quelle est votre réponse? Plus complètement, mais bon. Déjà, on fait du mécénat de compétences sur notre cœur de métier pour des questions d'efficacité et d'impact de métier de Wavestone. C'est d'aider des entreprises à être plus performantes, plus efficaces, plus digitales, à savoir se servir de l'intelligence artificielle pour créer de la valeur. Et finalement, les associations pour lesquelles on travaille sont confrontées exactement aux mêmes défis que nos clients. Et donc, l'idée de notre mécénat de compétences, c'est de dire faisons des missions pour des associations qui rencontrent ces besoins. Et c'est en pratiquant le métier pour ces associations, le métier de Wavestone pour ces associations exactement de la même manière qu'on le fait pour des clients, qu'on va avoir un impact maximum. Et ça présente pas mal de vertus. D'abord, ça nous permet de toucher un maximum de monde au sein de Wavestone. Je crois que cette année, il va y avoir 2000 personnes de Wavestone qui, d'une manière ou d'une autre, auront été impliquées dans des projets de mécénat de compétences. Et ça, c'est pas mal parce que vous savez, quand vous êtes un cabinet de conseil, vous avez des gens surdiplômés que vous faites travailler toute l'année pour des boîtes du CAC 40. Et donc, le fait d'aller pratiquer la même chose pour des associations qui ont des problématiques
complètement différentes, des échelles différentes. Ça permet finalement de réatterrir et de se réancrer sur des réalités très, très, très concrètes. Ça permet aussi finalement d'avoir un impact qu'on estime maximum vis-à-vis des associations, parce que ce qu'on fait pour ces associations, ce n'est pas un truc qu'on fait de manière accessoire, on le fait finalement dans le cadre de process, avec une proposition de valeur, une manière de piloter les missions, une manière de mesurer la qualité de ce qu'on délivre à nos clients, qui est exactement ce qu'on fait pour nos clients, même niveau d'exigence, même niveau également de recherche de missions qui correspondent parfaitement à notre cœur de métier. Mais la culture des associations, ce n'est pas la vôtre. Elles comprennent ce que vous faites chez elles, ou vous arrivez comme une bourrasque et vous bouleversez tout leur fonctionnement? Mais un cabinet de conseil se doit de s'adapter à la culture de ses clients. Et c'est justement pour ça que la diversité qu'apportent les associations est extrêmement précieuse pour arriver à enrichir les angles de vue, les perspectives de nos consultants et nous permettre de gagner en flexibilité, gagner en agilité, en capacité à nous couler dans des enjeux ou à répondre à des défis qui ne sont pas des défis qu'on a rencontrés chez nos clients habituels. Quand on a préparé, on s'était posé cette question aussi du temps que vos collaborateurs consacrent à l'intérêt général, et vous avez un chiffre à nous signaler. Oui, on essaie de faire de pratiquer le mécénat de compétences à une certaine échelle, et donc on s'est fixé un chiffre qui est de dire nos consultants doivent, au total, chaque année, on va consacrer 1% du temps de nos consultants à des actions de mécénat de compétences, ce qui représente à peu près 1 point de marge opérationnelle. Donc on a une marge opérationnelle de 13%. C'est une ampleur qui n'est pas complètement négligeable. Il y a un petit peu de défiscalisation. Mais en fait, on ne se pilote pas là-dessus parce qu'on le fait à l'échelle internationale. Et donc on considère statistiquement, on sait ce qu'on va récupérer en défiscalisation, mais c'est relativement peu par rapport à l'impact, au coût que ça représente, à l'investissement que ça représente pour l'entreprise. C'est intéressant parce que c'est un tout petit chiffre, mais en fait il est pilotable, mesurable, et il dit ce qu'il est, et il représente le coût en investissement de votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous rapporte ? Et au passage, le fait d'avoir un chiffre qui soit un fil conducteur sur la durée, ça permet par ailleurs de maintenir le niveau d'engagement, même quand ça secoue, même quand tout à coup vous avez des contentions très fortes. C'est un chiffre qu'on publie, sur lequel on rend compte à nos parties prenantes. Wavestone, c'est une boîte cotée, et donc on a intégré dans notre business model le fait de dire, mais de toute façon, pour que Wavestone marche, il faut qu'on fasse un certain nombre d'actions. Et ces actions, c'est en particulier des actions sociétales, qui permettent, on l'a largement dit, je ne vais pas revenir dessus, d'engager les collaborateurs, d'être attractifs, de rayonner, qui permettent aussi de contribuer à la culture d'entreprise de Wavestone. Le conseil, c'est un people business. Et finalement, la culture d'entreprise est quelque chose de fondamental pour durer, pour avoir une vision de long terme dans un cabinet de conseil, en particulier quand vous faites beaucoup de croissance externe et beaucoup de recrutement, comme Wavestone. Ce sont des points sur lesquels vous arrivez à matérialiser les valeurs qui parfois ont tendance à rester des mots dans les entreprises. Quand vous faites un engagement aussi fort, un investissement aussi significatif, aussi tangible que tout le monde touche, ça véhicule un message fort auprès des équipes. Deuxième tour de table avec vous, je vais faire comme tout à l'heure. Comme j'ai encore plein de questions à vous poser, je vous les pose et je vous propose d'y répondre en 1 minute. Et on commence avec vous, Benoît de Rigny. Comment est-ce que vous faites chez vous, chez Manpower France, pour mesurer l'impact économique du mécénat de compétences ? Alors, je pense qu'il faut répondre avec beaucoup d'humilité à cette question. On apprend en marchant. Donc, on fait pour l'instant 2 choses assez classiques et on explore une 3e piste. Première chose assez classique, comme on a une plateforme de mise à disposition d'engagement, telle que je l'ai décrit tout à l'heure, la plateforme donne un certain nombre d'informations, évidemment, de manière anonymisée, etc. Bon, bref, mais ça permet quand même de mesurer un certain nombre de choses. Deuxième chose, on interroge les équipes. Donc ça, c'est un retour intéressant. Par exemple, on a observé que le taux d'engagement est plus fort sur ceux qui ont de 0 à 5 ans d'ancienneté et ceux qui ont plus de 30 ans d'ancienneté. Donc ça, forcément, ça pose question. Il y a un creux, et aussi, ça ouvre quelque chose peut-être sur les fins de carrière. Et puis, 3e chose, on travaille avec Impact Tank, c'est un collectif d'entreprises, où on cherche à définir un référentiel commun pour mesurer l'impact de notre fondation. Donc ça, c'est work in progress.
Impact Tank, qui est piloté par le groupe SOS, hein, si je me souviens Absolument. bien. Absolument. Damien Catoire, chez Servier, comment est-ce que vous mesurez, vous, l'impact de l'engagement des collaborateurs et la valeur qui est créée grâce à cet engagement ? Je crois qu'on est peut-être sur la génération 1 des KPI et de les mesures dans le mécénat, pour le mécénat impact. C'est un peu quanti pour l'instant, mais on a nombre de pays dans lesquels on est intervenu, parce qu'on peut le faire à l'international aussi. On a le nombre de collaborateurs qui ont été engagés, on a le nombre de missions, on a toute une série de chiffres. Mais pour moi, il faut aller un peu plus loin. Et à cet égard, il y a, dans beaucoup d'entreprises, on réfléchit à des sujets CSRD qui, à tout le moins, si ils sont critiquables à certains égards, nous forcent à réfléchir à comment on mesure, comment on mesure vraiment la valeur. Et on est très fort sur plein de KPI business. Je suis sûr qu'on peut être très fort et encore meilleur sur les KPI RSE et les KPI sur le mécénat de compétences. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que là aussi, et ce que vous disiez est vrai, il faut beaucoup d'humilité sur ce sujet. Je pense qu'on est au tout début et il faut qu'on aille sur des mesures plus fines de création de valeur, des pourcentages, qu'on parle de marge, qu'on parle de valeur créée, plus que d'investissement. C'est assez facile, c'est le début, mais le retour sur investissement, c'est peut-être plus compliqué, surtout sur des domaines où le retour pour l'investissement va être plus diffus et sur des dimensions multiples et pas toujours mesurables. Mais je pense qu'on va beaucoup s'améliorer là-dessus. En tous les cas, je trouve que c'est bien de le dire, que c'est difficile, parce que voilà, on est au début d'une démarche et ça prend du temps. Iris Vernon-Guimier, quels sont les indicateurs de mesure d'impact que vous utilisez, vous, chez Banque Populaire Rive de Paris ? Sur le sujet du mécénat de compétences, chez Rive de Paris, c'est une démarche qui est aussi très récente, donc là aussi, beaucoup de modestie dans la façon dont on suit ça. On le fait pour les collaborateurs, pour les associations. Donc, on suit effectivement déjà combien de collaborateurs participent. Preuve de l'intérêt qu'ils y portent. Quand on a mis en place le webinaire de lancement de cette démarche, près du tiers de nos collaborateurs sont connectés. Il y a 150 collaborateurs chez Rive de Paris qui se sont engagés dans cette démarche. Ça démultiplie et ça renforce l'action de notre fondation, puisque c'est 1000 heures de notre temps que l'on a consacré à 15 associations. Et puis, c'est aussi un formidable, et on l'a tous dit, moteur de fierté de nos collaborateurs. Travailler pour une banque coopérative chez Rive de Paris, c'est 87% des collaborateurs qui sont fiers de travailler pour une banque coopérative. Voilà, quelques exemples. Merci pour ces réponses. Pascal Imbert, ce n'est pas la même question. Je change de question pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que voilà, entre votre métier, votre cœur de métier et l'engagement des collaborateurs dans les associations, il y a une question qui m'est venue, c'est comment vous faites pour construire une relation équilibrée avec les associations sans qu'il y ait de conflit d'intérêts ? Oui, alors déjà, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, on a une règle simple, jamais de mécénat de compétences auprès d'associations qui sont par ailleurs nos clients. Et donc, il y a une ségrégation. Si on fait du mécénat de compétences pour une organisation, on ne travaillera jamais avec cette organisation pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres, pour que tout le monde soit à l'aise, aussi bien du côté des associations que du côté de Wavestone, qu'on ne commence pas à mélanger finalement action commerciale et mécénat de compétences. Et par ailleurs, on a beaucoup parlé finalement de l'utilité, comment on fait pour que ça soit utile, que ça apporte vraiment de la valeur. Finalement, après avoir testé plusieurs modèles, on s'est rendu compte que ce qui était quand même assez vertueux, c'est d'avoir un certain nombre de partenaires clés avec lesquels on travaille dans la durée sur de multiples missions, parce que petit à petit, on se connaît mieux, on arrive à mieux comprendre la culture de l'association, on arrive à mieux comprendre les enjeux qu'il y a dans cette association, et on arrive à nouer une relation de confiance qui permet d'être sûr qu'on fait par ailleurs du mécénat de compétences, pas pour se faire plaisir, mais vraiment pour répondre à un enjeu qui est fort. Merci pour cette réponse. Et on termine avec Stéphanie Dupulion. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose et j'ai envie que vous nous l'expliquiez. Vous m'avez dit l'engagement du groupe devient un levier business.
Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors je l'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure. Alors quand je dis l'engagement, c'est pas tant l'engagement au titre du mécénat de compétences, mais comme le mécénat de compétences, en tout cas le temps de travail solidaire, est clé pour notre responsabilité sociale et environnementale. Et la responsabilité sociale et environnementale, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le groupe La Poste, c'est au cœur de la stratégie. C'est vraiment une question de modèle économique, de modèle d'entreprise. Nous voulons être durablement rentables et responsables. Et on fait peut-être le pari fou de considérer qu'une entreprise qui n'est pas responsable ne sera pas rentable. Voilà. Donc à partir de là, tout s'explique. Donc je vous ai dit, c'est une question d'impact et de performance. Il faut pouvoir approcher la performance environnementale, la performance sociale et sociétale. Il faut prendre les codes de la finance, des choses qui ne se mesurent pas, les KPI. Donc moi, je suis pas pour avoir des tonnes de KPI qui sont sans utilité, mais je veux dire, aujourd'hui, on pilote une entreprise au travers de son REX, de son chiffre d'affaires, de son taux d'endettement. Demain, il faut introduire le pilotage, par exemple, du taux de décarbonation, du taux d'adaptation de l'entreprise, du taux de compétence et d'engagement des collaborateurs. Donc en fait, il faut trouver des nouvelles unités et les mailler, les arrimer avec les euros. Voilà. Et c'est vraiment ça. Donc c'est en ce sens où oui, c'est cœur business et c'est compliqué. On est très mature aujourd'hui sur les questions environnementales parce que finalement les gaz à effet de serre, voilà, il y a des unités. C'est plus facile à mesurer. C'est plus facile à mesurer, mais il faut qu'on y arrive sur les questions d'engagement des collaborateurs, de compétences. Aujourd'hui, nous, au groupe La Poste, par exemple, le taux d'absentéisme, c'est des points de croissance de l'entreprise. Voilà, donc et quelque part le mécénat de compétences, il aide aussi à former des collaborateurs. Il permet aussi, dans des parcours professionnels un peu compliqués, de redynamiser. Il donne du sens. Voilà, donc il agit, entre guillemets, sur la performance de l'entreprise. Eh ben, merci beaucoup à tous les 5 pour ces retours d'expérience et cette vision partagée. Vous pouvez les applaudir. Et je vous invite à regagner la salle. Donc on voit évidemment que la mesure d'impact, c'est pas facile en fait, mais que c'est important. Et on voit surtout que le mécénat de compétences, finalement, il arrive à créer de la valeur à plusieurs niveaux, que ce soit pour les collaborateurs, pour les associations, pour l'entreprise elle-même et pour son modèle économique. Pour conclure cette matinée, nous allons prendre un petit peu de hauteur et chercher un regard décalé, c'est celui d'Alexandre Mars. Il est entrepreneur, il est philanthrope, il a fondé Bliss, il a fondé la Fondation EPIC. Bienvenue Alexandre. L'inclusion et l'éducation sont des sujets qui le préoccupent particulièrement. Vous pouvez l'applaudir. Merci Alexandre d'être avec nous. On va faire court, je pense, parce que c'était 10 heures la fin de cette Oui, session. J'ai pas réussi à rattraper le quart d'heure de décalage du début. J'ai tellement de passion, en fait. Voilà. Alexandre, voilà, simplement, parmi les témoignages de ce matin, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Tu vois, merci pour la question. Merci de m'inviter aujourd'hui. Moi, j'ai été un peu étonné, même si je sais que c'est la vérité, quand Samuel, en introduction, a dit « Malheureusement, ce n'est pas assez exploité ». Ce mécénat de compétences. Et tout ce que j'ai entendu après, ça m'a donné chaud au cœur. J'ai entendu des gens passionnés, des gens amoureux de leur métier, des gens brillants. Alors la difficulté qu'on a, c'est qu'il faudrait qu'on ait les Stéphanie, les Pascal, les Justine dans toutes les entreprises de France et ailleurs. Et c'est ça aussi qu'il nous faut, c'est avoir ces champions de l'intérieur. Quand tout à l'heure, tu parlais, Corinne, de Guillaume Pépi, qui a créé cette alliance, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et tout ça, c'est une question de personnes. Et cette passion qu'on a donnée là, on se parle de REX, on parle de finances, mais à la fin de la journée, et tu l'as très bien dit, le taux d'absentéisme est un sujet majeur. Quand on donne cette passion, et Corinne, c'est encore toi qui disais tout à l'heure, c'est ce pont entre la société et l'entreprise. Frédéric, toi qui fais ça quotidiennement, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On parle que de chiffres, que de données. À la fin de la journée, ces employés qui passent des heures et des heures dans un métier, il faut leur raconter autre chose. Donc moi, ma vision, elle est simple. Il faudrait rendre obligatoire ce mécénat de compétences. Pour moi, il n'y a que la législation qui change les choses. On l'a bien vu à la loi Copé-Zimmermann, on la connaît si bien. Elle a changé notre trajectoire. À la REF, qui ne s'appelait pas la REF des années de ça, où j'avais la chance d'être, on parlait de ces sujets-là de parité. On en parlait en disant que ça serait bien de le faire. À un moment ou à un autre, si on veut faire ces sujets-là, c'est la législation qui doit s'y mettre. On doit changer les lois. La fiscalité est une chose. Quand j'entends tout à l'heure, je crois que c'était Pascal qui parlait d'1%, c'est génial. Il y a un chiffre qui va avec le 1%. Certains d'autres pourraient dire c'est pas assez, c'est trop. C'est pas le sujet.
c'est qu'aujourd'hui, c'est acté. C'est pas peut-être qu'on va le faire demain. Excuse-moi, j'ai cette prie. passion parce que c'était génial ce matin. Merci c'est bien, beaucoup. c'est une passion partagée, c'est formidable. On va se centrer un petit peu sur toi, Alexandre, parce que toi, tu es engagé sur plusieurs fronts. Le mécénat avec EPIC, l'inclusion financière avec Bliss, l'éducation avec Infinite. Tu vas nous en parler, mais je voudrais que tu nous dises comment tes engagements résonnent avec le mécénat de compétences, qui n'est pas ton cœur de métier à toi. Non, ça ne l'est pas, mais en fait, c'est la base. En tout cas, c'est une proposition de valeur absolue pour les collaboratrices et les collaborateurs. Tu n'as pas parlé quelque chose, mais tout à l'heure, je voyais Jean-François qui était un peu plus loin dans la salle, Martins, et on était dans une histoire commune qui s'appelait les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de présider un comité qui s'appelait Sport et Société. De quelle manière nous allons utiliser l'inclusion pour ces merveilleux Jeux? Je pense que vous avez tous été à un moment ou à un autre à l'Olympique ou Paralympique. Et on avait un petit groupe qui avait été constitué et on s'est dit il nous faudrait des compétences. Là, on est au bon endroit. Et on s'est dit sur nos sujets, ce serait pas mal d'avoir un cabinet de conseil. Alors j'aurais pu demander à Webstone et à un autre, mais là on a demandé à un autre cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Et je leur ai dit, parce que je connaissais à ce moment-là les directrices, est-ce que tu pourrais demander à tes collaboratrices, collaborateurs, si ça pourrait les intéresser, de venir nous aider quelques mois. Elle a envoyé un message le lendemain. Son adresse email a été inondée de demandes de la part de collaboratrices et de collaborateurs brillantissimes qui nous ont aidés pendant des mois et des mois à travailler là-dessus. Donc ce sujet-là, ils ont été très contents. Et là, on est sur ce win-win-win que disent les Américains, qui en effet, c'était un point positif pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en interne, de différentes entreprises, c'est instauré. Par exemple, si tu prends Bliss, qui est une société d'investissement responsable, c'est 5%. Toute personne qui rentre dans cette entreprise doit donner 5% de son temps à des causes sociales. C'est une obligation. Alors après, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était peut-être Audrey qui parlait de cette difficulté de trouver les bonnes associations. Vous avez raison, c'est pas évident. Est-ce que toi, Frédéric, tu travailles pour moi? Est-ce que tu veux ton association? Est-ce que ça doit être une des miennes? Il y a des entités qui commencent à se développer là-dessus. Moi, je veux la mienne, c'est sûr. Vendredi qui le fait, il y a d'autres plateformes qui arrivent, mais c'est vrai que c'est des sujets qu'il faudra continuer à améliorer. Donc ça, c'est des sujets qui sont essentiels. Et tu parlais d'Infinite. Infinite, c'est une nouvelle société responsable que j'ai lancée récemment sur les prêts étudiants. Donc le modèle est assez simple, je vous le fais rapidement, vous allez comprendre le lien avec nos discussions. C'est qu'aujourd'hui, il est totalement inadmissible que tout un tas de jeunes de classe populaire qui ont 18 ans, qui sont les meilleurs de leur lycée, ne puissent pas aller faire les meilleures écoles françaises ou internationales juste parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou leurs parents n'ont pas les moyens de les financer. C'est ce qui arrive depuis malheureusement des années. Même si les banques tentent de faire leur jeu, c'est très compliqué pour certaines populations d'avoir des prêts à taux zéro et sans garant. Donc Infinite propose des prêts à taux zéro sans garant aux meilleurs jeunes de classe populaire et ils vont faire les meilleures écoles. En rentrant de ces écoles-là, quand ils ont un diplôme, ils vont rembourser, parce que c'est un prêt, mais ils ne vont pas rembourser à toi, Frédéric, si tu leur as prêté, ils vont rembourser un modèle perpétuel, un fonds vert, un Evergreen, qui ainsi financera le prochain jeune. Donc en fait, on met un peu d'argent au départ et ce modèle est perpétuel parce que ce jeune qui va réussir, qui sera inséré dans vos entreprises, que vous cherchez cette diversité, ce sera ces meilleurs jeunes parce qu'ils viendront dans les meilleures écoles du monde. Mais eux, quand ils auront réussi, ils vont financer le prochain. Pourquoi je parle de mécénat de compétences à travers ce projet? Parce qu'au-dessus de ça, ces jeunes n'ont pas forcément les codes. Ces codes que vous avez toutes et tous ici. Et donc, il y a du mentorat. Donc, on cherche des mentors chaque année qui vont aider ces centaines de jeunes à comprendre les codes, trouver ce premier stage, ce que vous faites au quotidien pour vos enfants, pour vos amis, mais qui est un sujet très complexe. Donc, ce mécénat de compétences, il prend beaucoup de différentes formes. Nous, on considère que le mentorat est essentiel parce que c'est toutes ces compétences dont vous parliez tout à l'heure, de toutes vos collaboratrices et vos collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise, les 289 métiers d'ADP ou autres, qui permettent de changer la vie d'autres. Voilà, Alexandre Marc, c'est un entrepreneur et les entrepreneurs, ils innovent et ça, c'est quand même incroyable parce que ça décoiffe. Alexandre, j'ai un problème, c'est que les associations aujourd'hui, dans le contexte politique, budgétaire, économique actuel, elles sont grandement fragilisées. Et la question que je me pose, c'est quel avenir tu sens, tu vois, peut-être, tu entrevois pour le mécénat dans ce contexte qui est totalement incertain? Justement, c'est toujours dans ces moments où c'est plus compliqué pour ces entreprises que vous connaissez. Si vous êtes dans la salle aujourd'hui, c'est des sujets qui vous touchent tellement. Vous connaissez des associations, vous êtes vous-même bénévole, j'en suis persuadé, sur certaines des associations. Elles ne cherchent pas uniquement du financement. C'est vrai que c'est essentiel, mais ce n'est pas que ça. Et c'est ça en quoi, de nouveau, ce mécénat de compétences est évident.
Parce que ces entreprises-là, elles ne connaissent pas tout de tout. Encore, c'est toujours le sujet qu'on a. Donc, si vous avez une compétence financière, vous avez une compétence marketing, vous avez une compétence RH, vous allez apporter à ces entreprises pas autant que du financement. Il faut être clair, hein, c'est comme dans tout. Il faut d'abord vivre, il faut survivre, mais il ne faut pas imaginer que c'est que ça. Et ces associations-là, qui sont exceptionnelles, ont besoin de structuration. Tu le disais tout à l'heure, parfois elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas aussi structurées que vos entreprises. Justement, c'est là où elles ont besoin de vous. Il y en a qui le sont parfaitement, elles sont incroyables, mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui mériteraient d'être un peu aidés, et c'est pour ça que le mécénat de compétences est si important. Alexandre, tu fais souvent des conférences, des TEDx, des choses comme ça, et tu plaides pour un leadership engagé. Il y a des dirigeants qui hésitent à franchir le pas du mécénat de compétences. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter ? Moi, je pense qu'on a tous, pour ceux qui ont mon âge, tous grandi dans un monde où Milton Friedman était la star absolue de l'économie. Je vous rappelle ce que disait Milton Friedman, ça va vous horrifier, hein, mais je le dis quand même. Il disait à l'époque que la responsabilité sociale d'une entreprise, puisqu'il y avait certaines personnes responsables de RSE ici, c'était, vous connaissez ce qu'il disait, de création de profit. Donc en fait, son monde à Milton Friedman, c'est l'entreprise doit faire le plus de profit possible et l'actionnaire, après, en fera quelque chose. C'est le monde dans lequel j'ai grandi, hein, et tout le monde était très content. C'est le monde de Wall Street, c'est le loup de Wall Street. On l'a dit très souvent ici, mais le problème, c'est que ce que nous disons, il faut voir qu'on l'implémente de plus en plus. Je vous rappelle qu'ici, on est peut-être 50, 60, quand juste à côté là, ils sont combien ? 500 ? Donc ce qu'il faudrait, c'est que cette discussion-là, bientôt, ça soit sur la scène principale. Et que le plus de gens puissent vous entendre dire ce que vous avez dit merveilleusement ce matin. Et ce qui est plus important, et c'est ce que moi je vois au quotidien, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est qu'aujourd'hui, plein de gens, ils connaissent à peine le mécénat de compétences. Comment le faire savoir, comment le connaître, comment le faire connaître. Et ça, c'est compliqué. Donc Milton Friedman n'avait pas totalement raison, nous soyons clairs, on est quand même à la REF, donc les profits sont importants, le REX, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est une vision un petit peu simpliste de l'entreprise que nous imaginons, ce que nous voulons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos collaboratrices et nos collaborateurs. Donc pour moi, c'est simple, hein, Frédéric, législation. Alors je sais que ce n'est pas forcément l'endroit non plus de parler de législation, on est trop mais je pense qu'il y a des moments et d'autres, il faut en pousser plus, parce que les gens, parfois, ne voient pas que ça va être tellement bien pour eux. Et encore une fois, tout à l'heure, ça a été dit par suffisamment de camarades sur scène. Il y a beaucoup de choses qui sont positives et il y a beaucoup plus de choses positives que négatives à travers ce mécénat de compétences. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Un grand merci, Alexandre, pour ce regard inspirant et mobilisateur. Super. Voilà, écoutez, je suis ravi qu'on ait passé cette très belle matinée ensemble. Je vais en profiter pour remercier dès maintenant, à la fois pour la préparation et l'organisation de cette matinée, toute l'équipe d'Acanto, Chloé Pavie, les équipes techniques, et bien sûr Isabelle Million et Corinne Massin, qui sont respectivement déléguées générales et présidentes de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Et je vais céder la parole maintenant à Corinne Massin pour la dernière étape de notre matinée, la remise du livre blanc et la signature du manifeste par tous les présidents. Corinne, c'est à toi. Merci Frédéric. Merci à tous pour ces échanges enrichissants, fructueux, qui nous donnent vraiment l'espoir dont j'ai parlé tout à l'heure. On dit aussi que pour un mécénat de compétences réussi, il faut de l'exemplarité au plus haut niveau dans l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a. Donc vraiment, ça fait plaisir. Il faut effectivement, comme l'a dit Alexandre aussi, qu'on puisse essaimer et passer de plus en plus ce message. Et c'est un des rôles de l'Alliance, bien sûr. On s'y efforce auprès des entreprises de toute taille. Donc, en tout cas, il y a une dynamique, il y a une volonté. Il faut juste que ça continue à grandir. Ce matin, je suis à nouveau reboostée, mais je l'étais déjà, hein, rassurez-vous. Mais ça fait vraiment plaisir. Et puis de vous écouter, vous vous êtes écoutés. Donc, je trouve que c'est vraiment super. Merci encore pour cette richesse d'échange. Et je vous invite, comme l'a dit Frédéric, à aller signer le manifeste qui est un réengagement enrichi des recommandations du livre blanc que vous allez avoir, qui va vous être remis. Donc voilà, si les dirigeants présidents peuvent se lever et aller signer ce manifeste. Et merci encore et très bonne journée.